À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov. Évidemment, à la une de l'actualité, c'est le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui est arrivé à Washington hier. Oui, effectivement, et Benjamin Netanyahou, il en a tout de suite entamé une série d'entretiens en perspective de sa rencontre ce soir à 18h avec le président américain Donald Trump, la 7e depuis le retour du président américain à la Maison-Blanche. Monsieur Netanyahou s'est entretenu avec les émissaires américains Witkoff et Kushner. Au cours de cette rencontre, les deux émissaires ont tenu au courant le Premier ministre des résultats du premier round des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. Et il a également été question du dossier de Gaza sur lequel nous allons revenir dans quelques instants. Avant sa rencontre avec Donald Trump, Benjamin Netanyahou s'entretiendra également avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Et dans une interview à la chaîne Fox Business, le président Donald Trump a affirmé qu'il estimait que l'Iran souhaitait un accord. Oui, je sais que beaucoup disent le contraire, mais je suis intéressé à conclure un accord. Non au programme nucléaire, non aux missiles. Cependant, un haut responsable iranien, apparemment Ari Larigami, a affirmé que les pourparlers du week-end dernier se focalisaient uniquement sur le dossier du nucléaire iranien. Cependant, si les pourparlers aboutissent, alors il sera possible d'étudier d'autres dossiers, a dit Ali Larigami, mais rien ne le garantit pour l'instant. Direction Gaza, à présent, avec la mise en application de la seconde phase du plan Trump. Oui, selon la chaîne saoudienne Al Arabiya, il y aurait actuellement un cadre très clair concernant le désarmement du Hamas. Des pourparlers à ce sujet devraient débuter. Selon ces sources saoudiennes, les phases du désarmement du Hamas ne sont pas longues, ne devraient pas être prolongées dans le temps. Les Américains ont fait savoir au pays médiateur que la reconstruction de la bande de Gaza dépendra de la capacité à désarmer totalement le Hamas. Quant au New York Times, il révèle ce matin que la Maison-Blanche prépare actuellement un plan selon lequel le Hamas devra d'abord céder toutes ses armes lourdes, à l'exception des fusils automatiques personnels. Israël a dit clairement qu'il n'avait pas l'intention d'opérer le moindre retrait de la ligne jaune avant que le Hamas ne soit totalement désarmé. Et pour les Israéliens, même les tunnels sous la bande de Gaza font partie des infrastructures militaires qu'il faudra détruire. Et même au sud Liban, les pressions augmentent pour que le Hezbollah soit aussi désarmé. Oui, les Américains pressent actuellement l'armée libanaise de procéder à ce désarmement des unités du Hezbollah. En Israël, on préférerait que l'armée libanaise désarme le mouvement chiite au sud du Litani, mais pour l'instant, apparemment, les pressions sont dirigées sur ce qui se passe au nord du Litani. Donc, quelque part, on attend du côté israélien que les Américains fassent pression afin que le Hezbollah soit désarmé à la proximité de la frontière israélo-libanaise. Je vous rappelle que les forces de Tsahal ont dévoilé récemment un immense tunnel offensif au sud Liban. C'est inédit. Pour la première fois, l'État d'Israël a décidé d'expulser des terroristes arabes israéliens vers la bande de Gaza. Oui, cette décision est la mise en application d'une loi qui a été votée par la Knesset il y a 3 ans et présentée à l'époque par celui qui est aujourd'hui le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud, Ophir Katz. Cette loi permet à Israël de retirer sa nationalité israélienne ou même un statut de résident à des terroristes qui ont reçu des allocations de la part d'autorités palestiniennes ou qui ont commis donc des actes terroristes. Et elle permet également d'expulser ces terroristes, en particulier vers la bande de Gaza. 2 Arabes israéliens sont immédiatement concernés par cette mesure. L'un d'eux a été condamné à 23 années de détention pour attaques terroristes répétées contre des forces de Tsahal. Il avait d'ailleurs été libéré en 2024. Il sera donc expulsé vers la bande de Gaza. Le second terroriste a été condamné à 18 années de détention pour un attentat au couteau dans le quartier d'Armon HaNativ à Jérusalem en 2016. Ces 2 Arabes israéliens se verront déchus de leur nationalité et ensuite ils seront donc expulsés vers la bande de Gaza. Et puis, il faut citer ces révélations autour des enquêtes contre le Premier ministre Netanyahou il y a maintenant 10 ans. Oui, en effet, les documents liés à ces enquêtes commencent à être dévoilés. L'un de ces documents révèle que le conseiller juridique du gouvernement de l'époque, Avichai Mandelblit, avait piqué une colère verte contre les enquêteurs de la police et ceux du parquet lorsque ceux-ci lui ont présenté le dossier 1000, le fameux dossier des cadeaux que Benjamin Netanyahou aurait reçus de ses amis milliardaires, les fameux champagne et cigares. Avec tout le respect pour les cigares et le champagne, a dit Avichai Mandelblit, je n'ai pas l'intention d'entamer pour cela une enquête contre un Premier ministre en exercice. Et Mandelblit a reproché aux enquêteurs d'avoir enquêté sur ces dossiers sans en avoir obtenu la permission de sa part.
Et puis enfin, très rapidement, selon un rapport du contrôleur de l'État, 3 habitants israéliens sur 4 du pourtour de la bande de Gaza seraient sujets à des troubles psychologiques. Oui, effectivement, au lendemain des massacres du 7 octobre, la population du pourtour avait fait l'objet d'une attention psychologique particulière. Des sommes importantes, plusieurs milliards de shekels avaient été investis pour permettre à cette population de surmonter ces traumatismes. Mais apparemment, les résultats sont loin d'être concluants. Selon le contrôleur de l'État, l'une des causes de ces piètres résultats serait l'absence de coordination entre les instances ministérielles et les pouvoirs locaux. Et une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux avec des éclaircies dans le centre du pays à Jérusalem et avec des pluies éparses sur le littoral et dans le nord du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 15 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv, Natania et Ashdod, 13 en Galilée, 24 à la mer Morte et 25 à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Netanel Zlama. Netanel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour Daniel, comment allez-vous ? Eh bien, nous, ça va très bien. On vous voit donc de votre balcon, je suppose, dans la localité de Eli. Et effectivement, on voulait parler avec vous, bien entendu, de ce qui s'est décidé en Conseil des ministres dimanche, des mesures qui ont été prises à l'initiative du ministre des Finances, qui est aussi le leader du mouvement du parti sioniste religieux, et qui veulent modifier d'une certaine manière le statut juridique de la Judée et de la Samarie. Alors ce n'est pas une annexion, il n'est pas encore question de ce dossier parce que cela ne plaît pas, en tout cas pour l'instant, à Donald Trump, mais c'est un pas en avant vers une annexion de la Judée et de la Samarie par Israël, à votre avis, ces décisions ? C'est une intersection historique pour le peuple juif. Et quand je dis historique, je conjugue déjà au passé. Juste vraiment derrière moi, peut-être que si je tourne la caméra, on peut voir le Mishkan Shiloh, qui a été pendant 400 ans le cœur même du peuple juif. Et si on n'est pas connecté à cette histoire du peuple juif, où pendant 400 ans, on devait venir ici au moins 3 fois par an, si aujourd'hui, en 2026, on n'arrive pas à comprendre cette connexion, alors on n'aura aucun droit ni à Tel Aviv, ni à Jérusalem, ni à Natania, ni nulle part ailleurs en Israël. Donc ça, c'est historiquement. Quand on déclare cet attachement sincère à la terre d'Israël, à la Judée-Samarie, on fait comprendre que l'avenir de l'État d'Israël se conjugue avec la Judée-Samarie, que ce soit une annexion ou que ce soit juste une avancée juridique, c'est déjà un point historique quand on conjugue au passé. Même sur le passé proche, pendant 70 ans, l'État d'Israël, le peuple juif, a, on va dire, bégayé quand il parlait de la Judée-Samarie. Peut-être c'est la Cisjordanie, peut-être qu'on va y mettre un État palestinien, peut-être qu'on va essayer de vivre ensemble. Non, aujourd'hui, le 7 octobre a réveillé le peuple juif, a réveillé l'État d'Israël, leur a fait comprendre que si nous voulons vivre en paix à Jérusalem, à Tel Aviv, à Rishon LeZion, à Natania, il faut absolument être attaché et absolument comprendre que nos racines sont ici, en Judée-Samarie, et c'est là que nous devons conjuguer notre avenir. Et pour finir, oui. Daniel, on ne va pas poser la question, mais juste derrière moi aussi, on a la route 60. Dans cette route-là, il y a à peu près 1 million de personnes qui circulent par jour. C'est une voie, et il y a énormément d'accidents. Et en ce moment, au présent, en ce moment même, si vous allez de Eli jusqu'à Jérusalem, vous allez voir des bulldozers et des machines qui vont écarter les voies, passer une route à 2 voies avec une rambarde, beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de facilité de circulation. On a passé la phase où la Judée-Samarie était une question politique. Aujourd'hui, il y a un consensus autour de l'installation du peuple juif en Judée-Samarie, à Binyamin, dans le Shomron et dans le Yehuda. Et c'est dans ce sens-là que le gouvernement va. Et c'est une très bonne nouvelle, même si encore dans les détails, on doit encore faire avec les pincettes, mais bon, c'est la politique, c'est le jeu. Alors, je ne sais pas si on va rentrer avec vous dans les détails, je ne sais pas si vous connaissez les détails de la décision, des décisions prises par le gouvernement, mais en tout cas, il y a certains éléments qui sont assez intéressants, en particulier, par exemple, une sorte de volonté d'asseoir plus solidement, on va dire, la souveraineté israélienne sur des lieux saints comme le caveau des patriarches, comme le tombeau de Rachel à Bethléem, qui bénéficie
bénéficiait d'un statut un peu, on va dire, un peu bâtard, et maintenant le statut est consolidé autour donc d'une forme de souveraineté israélienne. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une volonté, c'est une sorte de palliatif à défaut de pouvoir fournir justement donc de pouvoir permettre l'annexion ou en tout cas l'instauration de la souveraineté juive sur la Judée, la Samarie? Alors, c'est une bonne question que vous me posez. Et moi, dans ce genre de questions, j'aime être un peu comme mes rabbins qui nous enseignent à Élie, qui nous expliquent que la délivrance d'Israël, elle est kima, elle est d'étape par étape. Aujourd'hui, c'est une annexion municipale, mais le say, le dire, il est clair. Le dire, il est clair. On est là pour rester. S'il y a 15 ans, l'avenir de la Judée-Samarie, c'était peut-être un État palestinien. Aujourd'hui, l'avenir, c'est sûrement une annexion pour Israël. Est-ce que ça va se faire en 2026, en 2030 ou en 2046 ? C'est pas ça qui va vraiment changer. Ce qui change vraiment, c'est l'état d'esprit du peuple juif, l'état d'esprit du gouvernement israélien, qui clairement et vraiment dit, nous sommes là pour rester. Nous sommes là vraiment pour rester. Et après, s'il y a un problème technique, l'annexion en elle-même, c'est pas forcément quelque chose qui est à 100% positif. Vous imaginez si maintenant on doit faire entrer aussi toutes les régulations et tout ce que le droit israélien demande pour aller acheter une maison. Oui. Ça va peut-être simplifier quelque chose, mais ça risque de compliquer d'autres choses. Quand vous allez parler avec Baruch Marzeh, je sais pas, vous avez l'invité une fois à Kalida, il va vous dire, moi à Hebron, j'ai pas besoin de toutes les institutions de l'État. Je vais avec le général de la division, on fait un deal ensemble, il me donne une maison en échange, je lui donne autre chose, et c'est comme ça qu'on arrive maison par maison. Mais le vrai changement, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel Israélien peut acheter un territoire en Judée-Samarie, alors qu'avant, c'était interdit par la loi jordanienne. C'est ça. Maintenant, on peut aller acheter... Il faut rappeler à nos auditeurs que jusqu'à présent, c'est-à-dire 57 ans après la guerre des 6 jours, eh bien, c'était encore la loi jordanienne qui prenait effet sur l'acquisition de terres en Judée-Samarie. Exactement, et on peut maintenant aussi s'inscrire, on va bientôt avoir des cadastres, on va pouvoir s'inscrire vraiment, donc il y a vraiment un aspect juridique, c'est vraiment historique. Et juste une idée, par exemple, si vous allez me poser c'est quoi la prochaine étape, moi je pense qu'il faudrait faire peut-être un projet de loi, et c'est juste mon idée à moi, je l'ai eu hier avant d'aller dormir, c'est de recenser tous les attentats qui sont sortis de Judée-Samarie, de créer une fondation où on fait participer les Juifs du monde entier, on fait participer l'État d'Israël, et on fait avec cette fondation, on va racheter les territoires de là où les terroristes sont sortis pour aller faire des attentats, pour aller faire couler du sang juif. Ou même chaque endroit où il y a du sang juif qui a été coulé pour la résistance palestinienne, entre guillemets, où ils ont essayé de nous faire partir d'ici, ils ont essayé de nous faire comprendre que notre place n'est pas là. Aujourd'hui, maintenant, on va devoir, avec la force du peuple juif entier, que ce soit du monde entier, même des Israéliens, pourquoi pas même de prendre du budget que l'État d'Israël donne à l'autorité palestinienne, de prendre cet argent-là et d'aller racheter, d'aller exproprier complètement les maisons des terroristes qui sont venus essayer de toucher le peuple juif, et de prendre ces maisons-là et de les donner soit à soit pour en début à des... je sais pas. Commencer par les acheter, parce que c'est le message qu'il faut donner. Le message du 7 octobre qu'il faut donner aux Palestiniens, c'est de leur expliquer. Vous êtes venus dans notre sommeil, vous êtes venus nous sortir de chez nous, vous êtes venus nous montrer qu'on n'avons pas notre place ici, et bien maintenant vous allez comprendre que notre place elle est là et qu'on est là pour rester. C'est ça l'avenir. Alors, enfin, en tout cas, c'est un rêve que j'ai eu avant d'aller dormir. Je ne sais pas si ça va se faire, mais ça pourrait être une bonne idée en tout cas. Alors peut-être c'est une idée que Bezalel Smotrich pourrait récupérer au vol, parce que quelque part, on va dire, est-ce que vous êtes d'accord que ces changements intervenus dans la réalité en Judée et Samarie au cours des 3 dernières années, ils sont dus beaucoup à l'initiative de Bezalel Smotrich, le leader du parti sioniste religieux et le ministre des Finances, qui a aussi un portefeuille au sein du ministère de la Défense, et ce n'est pas pour rien. Alors vous savez, quand il y a eu la coalition qui s'est formée en 2022, on a levé un peu les sourcils en se demandant qu'est-ce que Smotrich demande à être au ministère des Finances et aussi avoir un siège au ministère de la Défense. On n'a pas vraiment compris, on n'a pas tout compris. Et au final, au fur et à mesure du temps, on a vu que Smotrich demande une réforme au Minal Ezrachi, c'est-à-dire tout ce qui est la gestion civile de la Judée-Samarie par l'armée, et on voit qu'il y a un changement. Moi, je le vois, ce changement.
Si juste derrière moi, c'est Givat Harel, on a dû construire et faire des travaux nuit et jour parce qu'on avait peur de la prise de mandat de Biden et qu'il fallait faire rapidement. Aujourd'hui, derrière moi, on a un autre endroit, Givat Haroé, juste là, qui est en train de construire entre 100 et 200 nouvelles maisons. Donc aujourd'hui, c'est carte blanche pour l'implantation en Israël. Vous prenez la route 60, vous voyez comme des champignons qui poussent, des implantations juives avec une tente, quelques brebis et quelques moutons, et qui prennent des terrains, des territoires secs qui appartiennent. On avait parlé de ça la dernière fois, c'était les Naharei Gvaot. Aujourd'hui, on n'a plus peur d'affirmer complètement notre attachement et notre avenir en terre d'Israël. Et évidemment que si le gouvernement israélien n'est pas pro à ça, n'est pas proactif dans ce sens-là, alors ça sert à rien de sortir de chez soi. Et là, on le voit vraiment que au bout de 3 ans de politique, au bout de 3 ans où l'État d'Israël nous pousse vers ça, alors c'est une expansion totale. Et Baruch Hashem, et faut pas ouvrir la paix au diable, mais on voit que ces derniers temps, le terrorisme baisse en Judée-Samarie parce que justement, il y a une présence juive et israélienne dans à peu près tous les recoins de la Judée-Samarie. Est-ce que c'est exact de dire que de facto, le développement de la Judée-Samarie tel qu'il a été enclenché par Bezalel Smotrich, il a profité, on va dire, du fait que la communauté internationale était focalisée sur la bande de Gaza en particulier ou sur le sud du Liban ? Vous savez, c'est l'histoire qui nous dira qu'est-ce qui a apporté à quoi. L'histoire, on est bientôt à Purim. L'histoire de Purim, elle s'est passée sur 12 ans. Est-ce qu'on allait vraiment comprendre que c'est le fait que Mordechai, il est sauvé à Achashverosh qui fasse en sorte que c'est au final Mordechai qui prend la place d'Haman? C'est l'histoire qui nous le dira. Et quand on racontera cette histoire à nos enfants et à nos petits-enfants, alors on pourra leur dire oui, effectivement, peut-être, c'est le 7 octobre qui a réveillé le peuple juif, c'est l'attention qui était tournée vers Gaza qui nous a permis de plus s'implanter en Judée-Samarie. Ça pourrait être peut-être complètement autre chose, quelque chose qui viendra de nulle part ailleurs, mais ça, on laisse Hachem, on laisse Akadosh Baruch Hu nous diriger dans la bonne direction. Alors, un dernier mot, puisqu'on est sur les ondes de Kalita, il y a beaucoup d'aliyah de France dans Yehuda ve Shomron cette dernière année, on va dire en 2025 ? Alors, je ne sais pas si en 2025, il faut demander à mon voisin Shalom Var, le champion de l'Alia de groupe, mais je sais qu'à Ariel, il y a eu beaucoup d'Alia. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si avant, on allait voir des Français leur dire venez à Eli, venez à Shiloh, venez à Yakir, ils nous regardaient, ils disaient attends, moi je suis venu en Israël, je ne suis pas venu pour faire de la boxe. Aujourd'hui, ils comprennent qu'il y a de la place en Judée-Samarie, que leur place est là, qu'il y a tout ce qu'il faut pour les accueillir comme il faut. Donc, il y a des Français. Pas comme avant, il y a 20 ans quand j'étais à Eli, il y avait beaucoup plus de Français, enfin je le ressentais beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a aussi des Israéliens, il y a un consensus israélien, bientôt il y aura des orthodoxes qui vont venir s'installer près de chez nous. On est vraiment rentré dans le consensus israélien et l'Alia aussi fait partie du consensus israélien depuis le premier jour de la création de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, à part pendant la Corona, toujours l'État d'Israël a su recevoir de l'Alia. Le fait de faire venir les Juifs du monde entier, c'est dans la déclaration d'indépendance d'Israël, c'est l'essence même de l'État d'Israël, c'est d'apporter un abri sûr pour le peuple juif qui vient du monde entier. Donc évidemment, on dit aux Haolim, venez à Eli, venez en Israël, l'important c'est que vous soyez là, parmi nous et avec nous. Eh bien, Netanel Slama, merci beaucoup d'abord de nous avoir fait partager votre splendide panorama de votre balcon de Eli, et puis de nous avoir donc expliqué clairement les changements, on va dire presque tectoniques, qui sont en train de se produire en Judée et en Samarie autour de cette décision prise par le gouvernement israélien de modifier le statut juridique de la Judée et de la Samarie, sans pour l'instant donc entreprendre une forme d'annexion ou de souveraineté juive sur ces deux régions historiques. Merci beaucoup, Netanel, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, à bientôt. Merci à vous aussi, bonne journée. Israël, champion de bobsleigh. Avouez que celle-là, vous ne l'attendiez pas. Et pourtant, voici l'incroyable histoire de cette équipe hors norme qui vient de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver à Milan. Une histoire à mi-chemin entre les films Rasta Rocket et Le Grand Bain. Tout commence en 2014. Adam Edelman, tout juste diplômé du MIT en génie mécanique, se prend d'intérêt pour le skeleton, ce sport de dingue où l'athlète dévale une piste de glace la tête la première à 130 km/h.
Adam n'a ni entraîneur ni agent, alors il apprend seul en regardant 12 heures de vidéos YouTube par jour. Beaucoup se moquent de lui, mais 4 ans plus tard, il devient le premier Israélien à se qualifier pour les Jeux Olympiques dans cette discipline. En 2018, Edelman se lance un défi encore plus fou. Qualifier Israël pour les JO en bobsleigh. Seul problème, il n'existe pas d'équipe israélienne de bobsleigh. Qu'à cela ne tienne, il va en créer une de toutes pièces. Via les réseaux sociaux, il décide de contacter des champions d'autres disciplines prêts à se reconvertir. En 2019, Edelman a trouvé ses hommes, une équipe de briques et de broc où se côtoient un lanceur de poids, 2 rugbymen, un perchiste et un crossfitter haltérophile. Leur seul point commun, ils n'ont jamais approché un bobsleigh de leur vie. Peu importe, Edelman y croit et se fixe pour objectif de qualifier l'équipe pour les JO de Pékin en 2022. Mais la crise du Covid frappe, les sponsors disparaissent et le comité olympique israélien ignore l'équipe. Edelman se retrouve à tout financer de sa poche et il ira jusqu'à vendre sa bague olympique pour récolter des fonds. Résultat, alors que leurs concurrents s'entraînent 5 à 12 mois en vue des qualifications, l'équipe israélienne doit se contenter d'1 mois et demi d'entraînement. En janvier 2022, nos athlètes ratent la qualification pour les JO de 0,2 secondes, le temps d'un battement de cils. Malgré tout, notre équipe ne baisse pas les bras et met le cap sur les Jeux de 2026. Le début de l'entraînement aux États-Unis est fixé au 13 octobre 2023. Malheureusement, au lendemain du 7 octobre, les athlètes sont appelés au front. Pendant 2 ans, ils vont devoir jongler entre leurs obligations militaires et leur entraînement. Le comité olympique israélien et les sponsors continuent à faire la sourde oreille, mais peu importe, ils s'accrochent et continuent à y croire. Et malgré l'antisémitisme ambiant, Edelman affiche fièrement Kippa et Magen David partout où il conduit son équipe, un groupe haut en couleur où juifs, druzes, religieux et laïcs avancent main dans la main. Cette fois, le pari s'avère gagnant. En janvier 2026, nos 5 athlètes décrochent leur ticket pour Milan. Edelman déclare alors « Pour Israël, l'impossible, c'est juste quelque chose qu'on fait tous les jours ». Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je me suis prise d'une passion soudaine pour le bobsleigh. Dans quelques jours, on regardera notre équipe s'élancer sur la glace olympique sans en perdre une miette. Mais franchement, qu'importe le chrono. Pour nous, ils ont déjà gagné. Médaille ou pas, cette équipe incarne le rêve, le courage, la persévérance, l'audace et la réussite. Une histoire si juive, une histoire si israélienne. Israel saved my life, so I would dedicate my life to Israel. The dream is for all of us to achieve our own personal best, but for our country as well and for the people we represent. Truly an amazing country that every single time, like, what is chutzpah? Like, when you tell an Israeli they can't do something, they do it. Et comme il fallait s'y attendre ce matin, les manchettes des quotidiens israéliens sont consacrées à la nouvelle rencontre, la 7e au sommet entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Entre 4 yeux, titre en manchette ce matin, le Yediot Aharonot, avec pour illustrer ce titre une photo de Binyamin Netanyahou et de Donald Trump qui se regardent face à face lors de l'une de leurs précédentes rencontres. Et le Yediot Aharonot d'expliquer en sous-titre que la rencontre d'aujourd'hui aura un caractère dramatique, c'est le terme qu'il utilise. Le Premier ministre israélien essaiera de persuader le président américain de ne pas relâcher la pression militaire sur l'Iran. Le site Ynet, affilié au Yediot Aharonot, rajoute dans sa page d'ouverture ce matin que Binyamin Netanyahou demandera à Trump une liberté d'action israélienne contre l'Iran et qu'en Israël, on considère qu'au bout du compte, il n'y aura pas d'autre option que celle d'une opération militaire pour démettre le régime des Mollahs. Et dans son analyse dans le Yediot Aharonot, Tzachi Hanegbi, ex-conseiller à la sécurité nationale, affirme que seule la détermination des Israéliens et des Américains permettra de faire chuter le régime iranien. La manchette du Israël Hayom est donc aussi consacrée bien entendu à la rencontre entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou avec un message légèrement différent de celui avancé par le Yediot Aharonot.
L'objectif prioritaire que Benyamin Netanyahou devra atteindre lors de sa rencontre avec le président américain consistera à l'empêcher de faire des concessions dangereuses face aux Iraniens. Pour le Israël Hayom, il y a une communion d'intérêts entre Jérusalem et Washington. Les deux sont d'accord pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire en enrichissant de l'uranium sur son territoire, mais alors que côté israélien, on exige que l'accord porte aussi sur la neutralisation de missiles balistiques, l'administration Trump semble prête à trouver un compromis dans ce dossier, bien qu'au cours des dernières 48 heures, le président américain ait légèrement nuancé son discours à ce propos. En pages 2 et 3, Danny Zaken détaille les points d'accord et de désaccord justement entre les deux leaders, entre Netanyahou et Donald Trump. Les deux admettent que le régime iranien est la source de l'instabilité régionale. Et donc, il faut affaiblir au maximum le régime de Téhéran. Et pour cela, il faut exercer des pressions maximales sur lui. Pas d'uranium enrichi sur le territoire iranien. Quant aux divergences de vues, Israël aurait souhaité que Donald Trump ne négocie pas avec les Iraniens ou à défaut que le délai de ces pourparlers soit plus court. Israël exige la levée de la menace des missiles balistiques, mais les Américains veulent sur ce point encore un compromis. Pour Israël, la chute du régime iranien est cardinale, mais apparemment pas pour les Américains. Toujours dans le Israël Hayom et toujours à propos de l'Iran, une analyse de l'ancien ambassadeur d'Israël à Washington, Mike Herzog. Herzog explique que Benyamin Netanyahou tentera aujourd'hui de concilier certains intérêts divergents entre Israël et les États-Unis. Les États-Unis de Donald Trump n'aspirent pas à un embrasement régional, en particulier à cause des élections du mid-term aux États-Unis. Et l'objectif majeur de Netanyahou sera donc de persuader Trump qu'il y a une nécessité d'affaiblir, voire même de destituer le régime iranien. Il estime que du côté américain, les chances de parvenir à un accord selon les conditions posées par Washington, à savoir arrêt du programme nucléaire, réduction du programme des missiles et arrêt de la répression contre les opposants, ces composantes sont particulièrement faibles. Quant à l'amiral Eliezer Marom, ancien amiral de la marine israélienne, il estime que l'objectif de Benyamin Netanyahou sera d'obtenir un feu vert américain à une opération militaire israélienne, peut-être même isolée, contre le régime. Et ce matin, dans le Maariv, des révélations faites par le ministre Bezalel Smotrich sur le début de l'opération Am Kelavi, un peu comme un lion, dans la nuit du 13 juin dernier. Le ministre des Finances et leader du parti sioniste religieux a en effet révélé que les terroristes du Hezbollah avaient entendu les vagues d'avions de chasse israéliens survoler le sud Liban en direction de l'Iran et ils ont apparemment donné l'alerte aux Iraniens. Israël a donc décidé de reporter d'1 heure les premiers bombardements en direction des cibles iraniennes et il a pu finalement prendre par surprise les gardiens de la révolution et éliminer donc, comme on le sait, l'essentiel de l'état-major iranien ce jour-là. Le Yediot Aharonot revient aussi en première page ce matin sur la réalité qui s'installe au poste de passage de Rafah dans la bande de Gaza. Le journal nous montre une photo du tampon de l'autorité palestinienne qui est apposé sur les laissez-passer des Gazaouis qui pénètrent dans la bande de Gaza ou même qui la quittent. Et de facto, il faut donc admettre que d'un côté, le Hamas se renforce dans la partie de la bande de Gaza qui est sous son contrôle, tandis que l'autorité palestinienne, elle, consolide sa présence au poste frontière de Rafah. Politique intérieure maintenant, le Israël Hayom livre ce matin une estimation politique quant à la tenue prochaine des élections législatives. Selon le Grand Quotidien, ces élections se tiendront durant l'été prochain. Ce qui signifie que les partis orthodoxes devraient voter en faveur du budget de l'État, même si la loi sur l'enrôlement n'est finalement pas validée. Les orthodoxes n'ont pas véritablement de levier de pression, écrit ce matin Benny Ashkenazi à ce sujet, et il semble que le fossé entre la position des orthodoxes sur la loi de l'enrôlement et les exigences des conseillers juridiques du gouvernement ou de la Knesset soit trop profond pour qu'un accord puisse être trouvé. Et comme en septembre, c'est le mois des fêtes, et en octobre, c'est l'anniversaire des massacres du pourtour de la bande de Gaza, Benyamin Netanyahou devrait opter pour des élections en juin ou au maximum au début du mois de juillet.
Et puis ce matin, il faut lire l'éditorial pertinent d'Ari Shavit dans le Yediot Aharonot, un éditorial consacré aux 3 conflits qui divisent l'État d'Israël. Le premier est celui qui tourne autour de la personnalité de Binyamin Netanyahou. Le second conflit est d'ordre identitaire. Quel État d'Israël voulons-nous pour l'avenir? Et le troisième, qui pourrait être le prolongement du second, eh bien c'est le débat autour de la démocratie israélienne. Mais, précise Ari Shavit, lorsque l'on approfondit un peu ces conflits, on constate qu'il y en a un autre, un quatrième qui demeure depuis plusieurs décennies et qui divise le pays entre ce qu'il appelle le premier Israël, celui des élites et des establishments, et le second Israël, celui des couches plus défavorisées. Et Ari Shavit écrit ce matin que le seul moyen d'éviter une catastrophe interne dans la société israélienne, et c'est de trouver les moyens d'une réconciliation nationale dans chacun de ces conflits internes. Et enfin, à l'approche de la Saint-Valentin, le Yediot Aharonot publie ce matin en première page et en page intérieure d'émouvantes histoires d'amour, comme seule la réalité israélienne peut en produire. Le journal nous montre en effet en première page 3 photos de couples, Yuval et Idan, Annabelle et Shoham, et Shalev et Navé. Et la particularité de ces 3 couples, eh bien, c'est que les hommes sont tous les 3 tombés au combat durant la guerre, laissant leur compagne dans la douleur et l'affliction. Navé est tombé au combat 2 mois avant la fin de son service, laissant seul Shalev. Yuval espère toujours qu'Idan a eu le temps de lire le message d'amour qu'elle lui a envoyé avant de tomber au combat le 7 octobre, et Annabelle continue chaque jour à regarder le ciel à la même heure, comme elle en avait pris l'habitude de le faire avant que Shoham ne tombe au combat à Gaza. C'est la fin de cette revue de la presse. Michel Topman, Michel est en ligne. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin, justement, donc pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer ce soir à Washington entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Est-ce que le Premier ministre et le Premier ministre israélien a la capacité de modifier, on va dire, cette tendance à la négociation que l'on remarque chez Donald Trump depuis quelques semaines? Qui a la capacité d'influencer Donald Trump? C'est très difficile. Et dans quel sens? Quels sont les intérêts qui guident Donald Trump? A priori, avec n'importe quel président américain, connaissant le contentieux depuis 47 ans entre les États-Unis et l'Iran, vous vous souvenez de la prise d'otage? Bien sûr. Dans 444 jours de gens de l'ambassade américaine à Téhéran. L'Iran est perçu par l'électorat américain, qui pourtant n'est pas interventionniste, comme le seul pays à qui on peut faire la guerre, contre lequel on peut intervenir, parce que il y a vraiment un contentieux très très fort, et surtout parmi les républicains, mais aussi parmi les démocrates. Donc là, d'un point de vue rationnel, je dirais que face à un Iran qui est affaibli, tout cet axe de la résistance, c'est-à-dire cet empire qui s'étendait de Téhéran jusqu'au Yémen, en passant par la Syrie de Bachar el-Assad, l'Irak, le Liban, le Hezbollah, tout ça s'est effondré. Ou en tout cas, tout ça est très affaibli. Le fruit est mûr, la population est révoltée, et plus que révoltée, puisqu'il y a eu des dizaines de milliers de morts, et que les gens sont désespérés, mais en même temps, dans une rage folle. Il n'y aura pas de réconciliation entre la population et ce régime, en tout cas ce régime sous cette forme-là. Donc, toutes les conditions sont là pour faire tomber le régime. Israël a commencé avec la guerre des 12 jours au mois de juin. Donald Trump a arrêté le bras d'Israël, justement, au 12e jour. On a considéré que le but, ça devait être uniquement de limiter ou de détruire les capacités nucléaires iraniennes. Ce but a été en partie atteint, mais entre-temps, il s'est produit cette insurrection, c'est une véritable insurrection qui s'est produite en Iran. Le 8 et le 9 janvier, il y a eu des dizaines de milliers de morts, des gens étaient armés, et on peut le comprendre d'ailleurs, se sont battus, des gens sont morts, parce que Donald Trump leur avait dit, l'aide arrive, il n'a pas dit non seulement l'aide arrive, mais il leur a dit, prenez les institutions, prenez les administrations, prenez les centres-villes, etc. Donc il y a une véritable trahison du peuple iranien. Et hier, je parlais avec une amie iranienne qui me disait les gens, ils regardent le ciel. En Iran, tous les jours, ils regardent le ciel, ils attendent quelque chose.
Et donc là, l'Amérique a une carte extraordinaire à jouer du point de vue de l'intérêt, je dirais, des États-Unis, de l'intérêt d'Israël, de l'intérêt des pays arabes de la région et de l'intérêt même du peuple iranien. Alors justement, sur ce point, je voudrais vous arrêter, Michel, parce que vous parlez d'intérêt, et vous parlez même d'intérêt des pays arabes de la région. On peut parler des pays du Golfe Persique, de l'Arabie Saoudite, des Émirats. Or, il semble que ce soit justement les Saoudiens, les Émiratis qui freinent aujourd'hui Donald Trump, qui lui disent non, on n'attaque pas. Comment on explique ce paradoxe? Alors, j'allais dire, voilà, j'allais finir ma phrase, c'est-à-dire d'un point de vue rationnel, historique, on veut dire le moment est venu de faire tomber le régime iranien. Après, il y a la question quand on fait tomber un régime, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et ça, les pays arabes de la région, d'abord, ils ont très peur que ce régime, comme une bête blessée, tire ses derniers feux contre eux et que ce régime soit dangereux. C'est vrai que ce sont vraiment les gens qui dirigent ce régime sont des criminels, sont des assassins, et on peut s'attendre à tout s'ils se sentent perdus. Pourquoi pas même des armes chimiques contre Israël, mais aussi contre des adversaires plus faibles, des pays arabes, qui auraient moins de défense. On peut s'attendre à une guerre qui pourrait être brève, mais qui pourrait être très dure. On peut s'attendre aussi, au contraire, à un effondrement du régime. Et ce qui se passe souvent dans ce genre de situation, c'est qu'à un moment donné, un certain nombre de gens au sommet de l'État se sentant perdus, préfèrent pactiser, négocier, et je dirais même trahir, dans certains points de vue, mais trahir dans le bon sens, parce que abandonner le guide suprême et faire un coup d'État, c'est une des hypothèses, qu'il y a un coup d'État d'une fraction des gardiens de la Révolution. Par exemple, je viens de faire une interview de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi annonce qu'il a un canal secret de communication par lequel il dit des dizaines de milliers, pas des milliers, des dizaines de milliers de gardiens de la Révolution, depuis le mois de juin, sont en contact avec lui. Alors, il y a l'argument peut-être égoïste pour sauver leur peau. Mais il y a l'argument réel, c'est que des dizaines de milliers de gardiens de la Révolution sont prêts aujourd'hui à obéir à un autre chef, à un autre pouvoir et à tourner Kazakh. Et ça, c'est ce qui se passe toujours lorsque un régime est affaibli, et ce régime est très très affaibli. Alors la question, c'est Trump. Le mystère, c'est Trump. Alors est-ce que il y a, et c'est quand même, c'est le plus rationnel, quand on déplace toute une armada contre l'ennemi, je dirais le pire ennemi des États-Unis, qu'on a un rapport de force militaire qui est écrasant, on fait pas, ça se termine pas, la montagne ne peut pas accoucher d'une souris, qui serait l'équivalent de l'accord sur le nucléaire de 2015 que Donald Trump lui-même a quitté en 2018. Donc ça, c'est inimaginable. Alors, est-ce que la menace militaire très forte peut permettre d'aboutir à ce que le régime iranien, malgré ses rodomontades, mette plus qu'un genou et deux genoux à terre, mais renonce totalement au nucléaire, mais vraiment, totalement, c'est-à-dire une dénucléarisation contrôlée par des inspecteurs de l'AIEA, etc., renonce aux missiles balistiques, se désarme totalement. Ça voudrait dire aussi, de ce point de vue-là, se discréditer totalement. C'est-à-dire que le jour où le régime fait ça, les gens descendent dans la rue parce qu'ils ont compris que le tigre est en papier. Donc je ne vois pas tellement d'autre issue qu'une issue militaire. Et donc je pense quand même que tout ça, ce sont peut-être pas des hésitations, mais peut-être une tactique pour montrer qu'on a négocié longtemps, etc. Et que finalement, on ne voulait pas la guerre, mais qu'on a été obligé de la faire. Simplement, les Iraniens sont très, 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 très rusés et très, très forts dans la capacité à gagner du temps. Depuis la guerre de juin, ils ont reconstitué leur stock de missiles balistiques. Il n'y a pas à manger pour les gens, mais il y a de l'argent pour les missiles balistiques. Ils ont commencé à reconstituer leur programme nucléaire. On voit qu'ils ont protégé encore plus leurs centrales, leurs sites d'enrichissement d'uranium qui sont pris sous terre. Donc, de ce point de vue-là, alors maintenant, pour répondre à votre question, quelles sont les armes dont possède Netanyahou? Quelles sont les cartes de Netanyahou face à Trump? Je pense qu'elles sont pas très très importantes, parce qu'aujourd'hui Israël n'est plus le seul partenaire des États-Unis dans la région, que les États-Unis
il n'y a plus de camp comme avant. Il n'y a plus de camp, il n'y a plus d'alliés, disons, d'alliés fidèles. Hein. Oui. On a des alliés à la carte. Les Américains misent aujourd'hui sur d'autres pays dans la région, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Qatar. Mais... Israël reste Israël. Mais Israël l'image d'Israël est très écornée dans l'opinion publique américaine, y compris l'opinion publique républicaine. Donc, qu'est-ce que Netanyahou va pouvoir obtenir? Ce qu'on imagine, Netanyahou, à juste titre, demande une opération militaire contre les sites nucléaires, une opération décisive, et puis aussi contre les missiles balistiques, ou des frappes qui permettent d'obtenir une négociation qui permette d'obtenir ça. Alors, j'espère quand même qu'on ne va pas oublier le peuple iranien. Alors justement, parce que justement, l'arrêt de la répression, Michel, on les a un peu oubliés. Michel, j'espère que vous m'entendez. Par rapport au peuple iranien, justement, parce qu'on a le sentiment d'un ratage. Il y a justement, au début du mois de janvier, lorsque, on va dire, la protestation était massive dans les rues de Téhéran, les Iraniens n'ont pas seulement attendu les Américains, ils attendaient aussi Israël. Et Benyamin Netanyahou lui-même, à ce moment-là, a été, on va dire, plutôt tiède. C'était pas un ratage, c'était pas une erreur d'appréciation de la part de Netanyahou. Peut-être aurait-il se lancer comme il s'est lancé en juin dernier et peut-être attendre le soutien américain par la suite. Écoutez, je pense que oui, là, il y a un ratage, il y a une trahison. Surtout de Trump, parce que c'est Trump qui a bloqué tout. En juin, c'est les Israéliens qui attaquaient en janvier, on attendait Trump, et c'est Trump qui disait on va arriver. Et ça, je suis en contact avec beaucoup d'Iraniens, ils disent, quand Trump a dit attendez, l'aide arrive, ils sont descendus par dizaines de milliers, et ils ont été massacrés, et ils ont été arrêtés. Par les gardiens de la Révolution, oui. Par les Bassidji, la milice des gardiens de la Révolution. Donc il y a un sentiment de trahison, mais la colère et le désespoir à l'égard du régime sont tels que cette trahison peut être effacée si demain on les aide à faire tomber le régime. Alors attendez, faire tomber le régime, les Iraniens ne demandent pas ils veulent pas un scénario à l'irakienne 2003. Ils veulent pas qu'on envahisse l'Iran. Ça, c'est pas réaliste. Ils veulent des aides ciblées. C'est-à-dire, par exemple, qu'on coupe les communications des gardiens de la Révolution, qu'on détruise tout leur système informatique, leur système Internet de communication, et qu'on leur permette au contraire aux insurgés, aux opposants, de communiquer entre eux, qu'on leur envoie des armes aussi, parce qu'ils ont besoin d'armes aujourd'hui. Donc, ils veulent des choses concrètes. Ils n'attendent pas, le 6 juin 1944, ils n'attendent pas que les Américains et les Israéliens débarquent pour les libérer. Oui. Ils attendent des frappes ciblées, des aides concrètes. Par exemple, ce qui a été fait par les Européens très tard, mais ce qui est très bien, c'est les sanctions contre les gardiens de la Révolution, couper les avoirs, pour sanctionner financièrement, c'est-à-dire saisir les avoirs des gardiens de la Révolution à l'étranger, le réservoir financier des gardiens de la Révolution qui passait par le Hezbollah, par le trafic de drogue, par la prostitution, des filières de prostitution, jusqu'au Venezuela. Venezuela, c'est important. Tout ça est en train de s'assécher. L'opération du Venezuela est une opération qui a des répercussions aussi négatives sur le régime islamique iranien. Donc le fruit est mûr, et c'est vrai que c'est le moment, quoi. C'est le moment, et si on le fait pas, c'est incompréhensible. Et surtout, si Trump se croit plus malin que les mollahs, je pense qu'il se trompe, parce que déjà on le voit, ce sont des gens qui sont dans une situation d'une faiblesse inouïe et qui continuent à faire les malins, à menacer, et puis à réprimer. Ils ne s'attaquent pas simplement aux opposants, c'est-à-dire aux palavistes ou aux vrais opposants, mais ils s'attaquent aussi aux opposants de l'intérieur, c'est-à-dire aux réformateurs. Oui. Ils ont arrêté, là, ces derniers jours, des dirigeants importants du camp réformateur, c'est-à-dire du camp qui, à l'intérieur du régime, voudrait un peu de changement et un peu, peut-être un peu de négociation et lâcher du lait sur le nucléaire. L'ancien président Rouhani, qui est pas du tout un démocrate, est aujourd'hui en résidence surveillée, comme la plupart des anciens dirigeants iraniens, comme l'ancien président Khatami. Donc c'est un régime qui est aux abois, qui est très redoutable pour ceux qui se défendra, mais quand même les États-Unis, militairement, c'est autre chose. Oui. Donc la question, c'est qu'est-ce que Netanyahou peut proposer
quel est le moyen de pression d'Israël? D'autant plus que, vous savez, en fait, les Saoudiens... On va devoir terminer. La crainte des pays arabes, c'est que l'Iran devienne un pays démocratique et qu'il y ait un axe Téhéran-Jérusalem, Téhéran-Tel Aviv. Et qu'il y ait une alliance entre deux puissances démocratiques non arabes, non sunnites évidemment, mais non arabes, et qu'un grand régime démocratique chiite s'instaure dans la région et serve d'exemple aux pays arabes qui subissent surtout sous des régimes autoritaires et dictatoriaux. Eh bien, on va rester sur cette question qui était au cœur donc de cette interview, de notre conversation, donc de savoir est-ce que Netanyahou a la capacité de modifier, on va dire, une tendance à la négociation de Donald Trump. On n'en saura plus certainement ce soir ou en tout cas demain. Merci beaucoup Michel Taubman de nous avoir expliqué, on va dire, les tenants et les aboutissants de cette rencontre au sommet de la 7e entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou, cette fois-ci focalisée donc sur le dossier iranien. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous ce matin, Michel. Bonne journée, à bientôt. L'affaire Epstein continue de hanter l'actualité internationale. Derrière un réseau de crimes sexuels gravissimes, beaucoup voient l'ombre d'un système mêlant argent, pouvoir, services de renseignement et impunité des élites. Pour démêler le réel du fantasme, décrypter les faits établis et comprendre pourquoi cette affaire ne se referme jamais vraiment, nous recevons aujourd'hui Sébastien Boussois, docteur en sciences politiques et auteur d'une tribune dans Valeurs Actuelles intitulée « Affaire Epstein, le clou dans le cercueil de la bonne morale occidentale ». Alors Sébastien Boussois, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avant toute chose, je voudrais, si possible, que vous rappeliez un petit peu donc, les faits de ce qu'on appelle l'affaire Epstein pour nos auditeurs, ce qui est aujourd'hui établi juridiciairement et ce qui révèle encore des zones d'ombre. Et puis surtout, pourquoi ces 3 millions de documents ont-ils été publiés par la justice américaine ? Écoutez, merci beaucoup de votre invitation. Il faudrait une émission probablement de 3 heures pour essayer d'arriver à comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. On est face à probablement une des affaires médiatico-politico-judiciaires les plus importantes qui soient. Et dans le même temps, on en parle beaucoup et on n'en sait en réalité pas grand-chose. On voit bien qu'il y a eu la libération d'un certain nombre de documents depuis un certain temps, pas uniquement les 3 millions, il y en a eu d'autres précédemment. On voit que des noms sont sortis du chapeau depuis plusieurs années et on comprend petit à petit qu'en fait, ce fameux Jeffrey Epstein ou Epstein, tel qu'il aimait à se faire appeler, avait créé une toile, on peut dire mondiale, un réseau de connexions et de personnes d'influence probablement comme personne n'est parvenu à le faire ces dernières décennies. Alors il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui traversent évidemment cette affaire. Il y a la question première qui a été celle qui l'a condamné d'un point de vue judiciaire. D'ailleurs, il n'aura été condamné avant sa mort en 2019 que sur ces éléments-là. C'est après le dépôt de plainte en 2005 de certaines jeunes filles mineures d'avoir mis en place quelque part un réseau de proxénétisme avec des jeunes filles mineures. C'est le point de départ de cette histoire. Beaucoup, évidemment, voyaient en Jeffrey Epstein à la fois un financier, à la fois un homme intéressé par l'art, un homme qui aimait les réseaux d'influence, mais en réalité, le tout début de l'histoire, elle a été la découverte dans l'ombre, je dirais, de la personnalité publique, d'un véritable prédateur sexuel qui non seulement, pardonnez-moi l'expression, consommait des jeunes personnes mineures, mais qui de toute évidence, et c'est bien là le nœud du problème pour l'instant, en plus du reste, en faisait bénéficier un certain nombre de personnalités qui pourraient être confondues à un moment ou à un autre. Alors quand vous posez cette question de ce déroulé de ce qu'on sait, il a été condamné pour ces éléments-là en 2008. Et puis par un arrangement à l'américaine, il s'en est sorti et il a continué ses affaires puisque un certain nombre d'individus de haut plan et de haut niveau prétendent, comme ça a été le cas d'ailleurs de Jack Lang dans sa défense ces derniers jours en France, prétendent n'avoir rien su
de ce qui s'était passé avant et rien su de tous les affaires obscures qui entouraient le personnage, au-delà de son intérêt pour l'art, pour la culture et pour l'argent. Il a été en réalité arrêté en 2019. Il revenait de Paris, justement de son fameux appartement au 22 de l'avenue Foch, à 2 pas de l'Arc de Triomphe et des Champs-Élysées. Il a été arrêté aux États-Unis, accusé à nouveau des mêmes affaires. Et là, il s'est retrouvé en prison où il a été retrouvé, assassiné en 2019. Avec beaucoup de zones d'ombre également autour de sa mort, puisqu'un certain nombre de journalistes ont déjà mené plusieurs enquêtes sur le fait qu'il était seul, qu'il n'y avait strictement aucune possibilité dans l'absolu de se pendre. Or, on l'a retrouvé pendu, il n'avait absolument pas de drap en tissu. Vous savez, on met des draps en papier justement pour éviter ce genre de situation. Et donc, les mystères qui hante aujourd'hui le cadavre de Jeffrey Epstein semble toucher en réalité la terre entière et bien plus de personnes que ce que certains prétendaient en réalité avoir fait avec lui ou pas, ou en tout cas prétendaient le connaître ou ne pas le connaître. Alors justement, comme vous le dites, cette affaire ne touche plus seulement un homme ou un réseau criminel. Elle semble désormais perturber directement les classes politiques mondiales. Vous avez parlé de Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe qui est contraint de démissionner, mais il y a également Keir Starmer, le Premier ministre anglais, qui a mal vérifié un de ses ambassadeurs et qui pourrait être lui aussi contraint à la démission. Est-ce qu'on assiste à une fragilisation durable des élites politiques occidentales selon vous ? Ce que j'essaie de développer dans la tribune, c'est toujours cette histoire de double standard des Occidentaux, où les Européens, les Occidentaux passent leur temps à faire la leçon à la terre entière, à donner des leçons de morale sur le fonctionnement de certains régimes ou de certains pays. Et on découvre avec l'affaire Epstein que finalement, on a presque le sentiment que tout le monde pourrait être corruptible en échange de chair ou d'avantages en nature ou financier. Ce qui interroge évidemment, c'est quelque part de se demander qui ne connaissait pas Jeffrey Epstein. Parce que, en fonction effectivement des révélations, des documents et de l'accès au fameux dossier que n'importe qui peut consulter sur le site du ministère de la Justice américain, je suis allé voir effectivement si je n'étais pas dans les dossiers, je vous invite à faire de même, parce qu'en fait, en réalité, ça en dit beaucoup. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on se rend compte que quelque part dans chaque pays, certaines personnes vont avoir à un moment ou un autre approché Epstein. Ça peut être le prince Andrew en Grande-Bretagne. Vous avez effectivement cité alors Keir Starmer, mais surtout son chef de cabinet qui a démissionné, qui avait poussé pour que le fameux Mendelssohn soit élu ambassadeur de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Mais vous avez en réalité dans beaucoup de pays, en Europe de l'Est, aux États-Unis et un peu partout des personnes qui pourraient être sur la sellette. À ce stade-là, c'est ça le grand mystère, c'est que même s'il y a, et il faut s'en méfier, une forme de justice médiatique ou de justice des réseaux sociaux, il n'y a quasiment aucune enquête ou quasiment aucune instruction qui a été menée dans les pays avec les personnes concernées, soit pour, je ne sais pas, fraude fiscale, soit pour abus de biens sociaux, soit pour effectivement proxénétisme ou participation à un réseau de proxénétisme. Et ne parlons même pas de ce fameux réseau pédocriminel qu'avait de toute évidence mis en place Jeffrey Epstein et qui semblait être très bien rodé. Alors l'avantage, c'est que... Pardon, je vous écoute. Allez-y. Non, je voulais dire, c'est que l'avantage, c'est que au-delà de tous les noms qui sont sortis, Donald Trump se retrouve être un individu parmi tant d'autres. Mais ce qui est extrêmement inquiétant, au-delà des thèses complotistes qui existent évidemment souvent, c'est de se demander, au-delà de ces relations, au-delà de ces connexions, qu'est-ce que Jeffrey Epstein cherchait à avoir de ces personnes? Et est-ce qu'il échangeait en échange d'un certain nombre de services ou d'informations, de toute évidence, puisqu'il est clair qu'il y a des connexions avec certains services étrangers qui pourraient être israéliens, qui pourraient être russes ou qui pourraient probablement aussi être américains. Qu'est-ce que Jeffrey Epstein avait dans sa besace? Quel dossier avait-il contre les personnes? Qu'a-t-il fourni si ce n'est des jeunes filles? Est-ce qu'on peut imaginer que toutes les personnes concernées étaient attirées par des jeunes filles mineures? Évidemment, tout ça paraît à ce stade-là un peu prématuré et tout ça est encore très, très, très obscur.
Alors justement, avant qu'on revienne sur le mystère de ces absences de poursuites judiciaires, bien que le parquet ait ouvert une enquête, je crois, sur Jack Lang, je voudrais revenir sur un personnage qu'on n'a pas encore cité et revenir sur un des échanges entre donc Jeffrey Epstein et l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, qui, on le rappelle, ne fait pas l'objet de poursuite. Barak, qui était un ami de Jeffrey Epstein, qui a séjourné plusieurs fois dans un de ses appartements new-yorkais, entre 2015 et 2019, donc bien après sa première condamnation. Alors, l'ancien dirigeant israélien explique son ambition d'être plus sélectif en termes d'immigration que, je cite, les pères fondateurs, qui, eux, prenaient tout ce qui se présentait, et notamment les vagues en provenance d'Afrique du Nord, des pays arabes ou d'ailleurs. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre d'être plus sélectifs. Il faudrait ouvrir la voie à une conversion massive au judaïsme. Plus d'1 million de Russes s'étaient installés en Israël. Ce million de Russes a radicalement changé le pays. Et je disais d'ailleurs souvent à Poutine, ce qu'il nous faut, c'est juste 1 million de plus. Beaucoup de jeunes filles viendraient, russes, biélorusses, belles, grandes, minces. Voilà, c'est assez glaçant. Qu'est-ce que ce type d'échange entre élites politiques et financières dit de nos démocraties ? Et est-ce que cela peut avoir un effet politique réel ? Écoutez, déjà, ça en dit beaucoup de la gauche, encore une fois, pleine de bonnes valeurs et pleine de morale. Évidemment, quand on entend des propos comme ça venant de la part de Ehud Barak, en Europe, beaucoup critiquent Benjamin Netanyahou et la droite israélienne radicale. Elle a certes des propos qui sont aussi parfois glaçants, mais quand on entend ce genre de choses-là et pratiquement de body shaming, ou en tout cas de sélection physique des personnes qui devraient venir, au-delà de la question de l'immigration positive, beaucoup de pays anglo-saxons ont fait ce choix et je ne crois pas que ce soit une mauvaise chose et l'Europe pourrait peut-être parfois en prendre exemple là-dessus. Mais en tout cas, il est évident que on voit bien que Jeffrey Epstein n'était pas juste à la croisée d'un monde financier, il n'était pas juste dans la spéculation ou dans le conseil en investissement immobilier ou en gestion de fortune, mais il avait de toute évidence la place d'un go-between ou d'un individu qui pouvait faire la connexion avec un certain nombre de dirigeants politiques. Vous aviez cité tout à l'heure, et c'est moi qui l'ai fait, le cas de Jack Lang, qui semblerait avoir été influencé en 2017 par Epstein pour faire passer auprès d'Emmanuel Macron un certain nombre de messages, notamment dans un de ses discours. Alors évidemment, la question, encore une fois, elle est de savoir au nom de qui et pour qui roulait Epstein. Est-ce que tout ça est condamnable juridiquement ? Il faudra aller évidemment beaucoup plus loin. La question, encore une fois, est de savoir si les justices des pays concernés vont s'emparer de ces affaires. Vous voyez bien que tout le monde panique. Vous avez le roi Charles III qui panique. Vous avez William qui panique. Évidemment, probablement qu'il n'y a pas que le prince Andrew en Grande-Bretagne qui est concerné par l'affaire. Mais en tout cas, ce qu'a réussi à faire justement ce qui interpelle dans cette affaire, c'est malgré toutes ces personnalités citées, aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de poursuite. Pourquoi la justice est-elle paralysée ? C'est pour ça que il y a probablement, comme aux États-Unis d'ailleurs, une forme de système de court-circuitage des uns et des autres qui tiennent des dossiers sur les uns et sur les autres. Il est évident que quand tout le monde a chargé Donald Trump avec l'affaire Epstein, on en a oublié pendant longtemps de citer le cas de Bill Gates, de citer le cas évidemment de Bill Clinton, pardon. Et maintenant, on a des photos qui surgissent où on voit Jeffrey Epstein en train de dîner avec Mark Zuckerberg et avec Elon Musk. Donc on est dans une situation où en fait la suspicion et le doute évidemment vont jeter l'opprobre sur l'ensemble des individus qui ont reconnu Epstein. Est-ce qu'il était si passionnant et si passionné d'art et de culture pour que ces individus se suffisent de son intelligence et de son génie? Je ne pense pas. Il y a quelque chose évidemment, sans être complotiste, qui est caché derrière, mais ça probablement que ça implique un certain nombre de services. Alors on a parlé, je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais on a parlé à un moment d'une connexion avec le KGB et le Mossad. Je reste très prudent sur ces éléments-là, mais je vois pas du coup pourquoi il n'y aurait pas de connexion avec la CIA. On est dans une situation où cet individu 6 ans après sa mort, est en train de mettre en péril un certain nombre d'hommes politiques, mais également nos systèmes, parce que probablement pour le commun des mortels, toutes ces personnes doivent se dire que finalement tous ces puissants, tout ce monde des intouchables
est en train de se protéger et que s'il n'y a pas une seule action judiciaire à ce stade-là, vous aviez cité encore une fois celle de Jack Lang, mais le parquet national financier s'est réveillé il y a seulement 3 jours, avec sa fille d'ailleurs, et donc du coup on est dans une situation où la déconnexion, particulier dans les pays occidentaux qui font encore la morale, la déconnexion claire qu'il y a entre le peuple qui a ce sentiment d'être manipulé par les élites politiques et ces fameuses élites qui probablement se tiennent très serrées, ou se sont tenues en tout cas très serrées, à gauche comme à droite, côté démocrate comme côté républicain, de gauche et de droite de chacun des pays qui sembleraient être concernés. Je rappelle quand même que Keir Starmer, c'est quand même la gauche, et Ehud Barak, c'est quand même la gauche. Donc vous voyez bien que les bonnes leçons distillées par cette gauche moraliste et humaniste très souvent volent encore une fois en éclats, et que du coup les individus évidemment et les électeurs ne sauront plus à qui s'en remettre quand on aura, si l'on découvre un jour la réalité et la vérité de l'emprise mondiale que ce réseau Epstein a, et au-delà des avantages en nature des uns et des autres, ce que les uns et les autres ont été véritablement capables de faire, parce que si l'on prend juste le cas de Mendelssohn en Grande-Bretagne, il semblerait de toute évidence avoir livré des informations et des documents à une puissance étrangère, ce qui évidemment est extrêmement grave dans nos démocraties. Tout à fait. Alors vous parliez, vous avez évoqué le complotisme. Justement, cette affaire, elle alimente énormément le complotisme. On parle, vous l'avez dit, de relations avec des services secrets. On suppose des crimes sur la base de simples échanges. Certaines fausses rumeurs fleurissent même. Et d'un autre côté, on voit que certaines révélations donnent raison à des théories complotistes et à une élite mondiale qui fomente en secret, se protège mutuellement. Comment on va dépatouiller le vrai du faux ? Qu'est-ce qui aujourd'hui relève des faits établis, de la manipulation ou du fantasme ? Écoutez, je vais être honnête, je n'en sais rien. La réalité, c'est que on est en train de découvrir, avec ces 3 millions de documents, plus ceux d'avant, plus les autres qui vont arriver, l'ampleur du phénomène d'un individu qui vivait entre Paris et les États-Unis et qui avait des connexions dans le monde entier. Alors, soit il avait des avatars, soit il avait des hologrammes. Je rappelle quand même que tous les documents qui sont livrés, l'intelligence artificielle n'existait pas, donc on ne peut pas véritablement considérer que des photos ont été trafiquées. En tout cas, les services américains ont caviardé des documents avec stabilité, enfin en tout cas noirci un certain nombre de noms qui peut-être seront livrés à un moment ou à un autre. Là, on a livré en pâture les noms d'un certain nombre de victimes. Il y a aujourd'hui en France des jeunes filles, je crois hier, une jeune fille qui a porté plainte contre Epstein, ne l'ayant peut-être pas fait et probablement pas fait par crainte jusque maintenant. Vous savez, il y a une histoire en France du refinancement des partis politiques. Il y avait une structure qui avait été mise en place où il y avait dedans des gens de gauche et de droite et qui du coup s'auto-protégeaient. On est évidemment dans une situation à ce stade-là où, si vous regardez les documents notamment de Carl Zero, il explique clairement qu'il y a à un moment un stade où une théorie est considérée comme du complotisme, mais quelque part aussi certains peuvent être lanceurs d'alerte. Alors évidemment, il y a des tocards, évidemment il y a des osos qui veulent raconter n'importe quoi ou qui fantasment, mais là vous voyez bien qu'il y a tous les ingrédients pour le bon roman d'espionnage des années 70. Il y a tous les éléments pour le bon essai géopolitique où vous mêlez la politique, la géopolitique, la diplomatie, le sexe, l'argent. Et vous parliez des rumeurs. Il est évident aussi que un certain nombre ont considéré, et vous voyez bien qu'il y a eu, et vous êtes bien placé pour le savoir, il y a eu des attaques faciles, comme il est souvent facile d'avoir des attaques quand on s'en prend à une personne, et que Jeffrey Epstein, il y a eu des attaques antisémites claires et nettes. Donc tout ça, évidemment, malheureusement, risque d'alimenter à nouveau le marigot de tous les gens qui trouvent toujours un moyen de s'en prendre aux Juifs pour X raisons Y ou Z. Et il faudra évidemment que la justice s'en saisisse et que la justice, en tout cas, si elle veut paraître encore crédible dans les pays concernés et où les individus, effectivement, ont de fortes suspicions d'avoir franchi le Rubicon ou la ligne rouge de la légalité, il va falloir qu'il y ait une véritable justice pour sanctionner ces personnes, parce qu'évidemment le drame, c'est que Jeffrey Epstein a été retrouvé mort, qu'il y a aussi évidemment beaucoup de doutes sur les raisons de sa mort et la manière dont il est mort, et que du coup évidemment, est-ce que tout ça éclatera un jour ou l'autre ? Il y a malheureusement fort à en douter quand on voit l'ampleur de la tâche à mener et le retard
de la justice sur tous ces dossiers et sur toutes ces personnes. Selon vous, quelles pourraient être les suites prochaines de cette affaire concrètement, d'un point de vue judiciaire, mais également sur nos systèmes de gouvernance occidentale, qui n'ont jamais été aussi fragilisés que par ces révélations? Écoutez, demandez aux démocraties qui sont peau de chagrin de faire amende honorable. Les questions de corruption, vous les avez, y compris dans les grandes forteresses de la démocratie. Rappelez-vous toutes les affaires qui concernent le Parlement européen et l'Union européenne. Il est censé y avoir de la transparence. Les gens qui travaillent dans le cadre de l'Union européenne gagnent déjà une fortune et ça ne les empêche pas d'être sensibles à l'appât du gain et à cette idée du toujours plus. C'est véritablement compliqué, évidemment, quand on voit cette histoire, de se demander comment des personnes sont prêtes à vouloir toujours plus. Et puis vous vous demandez aussi, comme certains éditorialistes d'ailleurs en France, comment certains hommes politiques peuvent avoir traversé tant de décennies avec tant de rumeurs, avec tant d'accusations obscures et qui sont passées en réalité à travers les gouttes. C'est pas que le cas de Jack Lang, le prince Andrew. Vous savez très bien qu'il a été déclassé, si je puis dire, et exclu de la famille royale et de son titre. Est-ce que pour autant, à ce stade-là, ils étaient sous le coup de la justice? On voit bien qu'effectivement, pour l'instant, c'est Jack Lang qui paye les pots cassés d'un certain nombre de personnes qui sont sûrement aussi dans les fichiers. Parfois, plus c'est gros, plus ça passe. En tout cas, avec Epstein, de toute évidence, ces gens-là ont eu le sentiment d'être intouchables. Et là, ça met le doigt, effectivement, sur un certain nombre de nos hommes politiques qui sont dans l'abus systématique, qui ne donnent pas, évidemment, une bonne image de la démocratie et qui interrogent, effectivement, aujourd'hui, dans le rejet de la démocratie de la part d'une partie croissante du monde, je pense aux Sud globaux bien sûr, je pense à un certain nombre de régimes autoritaires qui ne sont pas moins corrompus pour autant, mais qui jouent leur propre partition à eux et fustigent les Occidentaux de faire des leçons à la terre entière, mais qui montrent du doigt très justement les faiblesses de nos démocraties aujourd'hui et le petit microcosme politique ou politico-économique ou le complexe militaro-industriel qui se protègent les uns les autres et qui survit de cette manière de décennie en décennie dans nos pays et qui empêche du coup une véritable transformation complète de nos démocraties qui sont véritablement en péril. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Sébastien Boussois pour cet éclairage. L'affaire Epstein est loin d'être terminée, malgré la mort de son protagoniste. C'est une véritable bombe à retardement politique dont les effets, visiblement, vont continuer à se propager. Affaire à suivre donc, et peut-être qu'on vous retrouvera sur notre antenne pour en reparler à nouveau. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt.